À tous, je m'appelle Bertrand Viella, je suis responsable des partenariats et alliances stratégiques chez Can Inventory. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous partager tout ce que nous pouvons envisager pour les collectivités territoriales et locales sur la loi AGEC. Alors, le titre de notre webinaire s'appelle donc loi AGEC, quelle démarche pour une gestion plus durable du matériel des collectivités? Alors, vous êtes tous conscientes et conscients que la loi AGEC est un sujet extrêmement vaste sur lequel nous pourrions passer énormément de temps. Notre objectif aujourd'hui n'est pas évidemment de rentrer dans le détail de l'ensemble des dispositifs juridiques qui sont présents, même si nous allons aborder quelques points dessus, mais de comprendre du point de vue des collectivités ce que cette loi peut impliquer en termes de gestion d'actifs et la façon dont elles peuvent, ces dernières, être optimisées. Donc, je vous embarque avec moi pour à peu près 25 à 30 minutes de discussion. Et n'hésitez pas après à venir nous contacter si vous avez des questions pour pouvoir échanger un peu plus sur la façon dont cette loi peut impacter et quelle façon vous pouvez-vous développer pour introduire de la technologie d'optimisation dans votre gestion. Donc, il faut commencer tout simplement par rappeler quelque chose d'assez important, c'est que voilà, 30 à 5 à 40 millions de tonnes par an, c'est la quantité de déchets, donc de déchets ménagers et assimilés, DMA, qui sont gérés par les collectivités. Alors, ce sont des chiffres qui varient selon les années. On est dans une moyenne générale depuis à peu près une quinzaine à vingtaine d'années, d'après les sources que sont l'ADEME, ainsi que, comme vous l'avez ici, le Cercle national du recyclage, qui avait publié une étude très intéressante dans le courant 2015, mais qui reste encore de grande actualité. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que 35 à 40 millions de tonnes par an, ce ne sont pas évidemment les déchets générés par les collectivités en tant que telles, ce sont tous les déchets qui sont gérés par ces dernières. Cependant, certains chiffres permettent d'envisager que parmi ces déchets, 10% d'entre eux sont produits directement par les collectivités elles-mêmes et par les services publics. Donc, c'est très important de l'avoir en tête parce que quand on est une collectivité, on est à la fois évidemment acteur sur le territoire de cette gestion pour éviter et réduire les déchets, ce qui est l'objectif de la loi AGEC également, tout en étant également contributeur à la production de ces déchets. Donc, la responsabilité des collectivités est double, en ce sens qu'elles sont à la fois porteuses de la solution et génératrices, comme n'importe quelle activité sociale, économique, eh bien, de déchets. Donc, ce que je viens de dire, ce 10%, il faut le garder en tête pour l'ensemble des points que nous allons aborder. Alors, dans le reste de la présentation que je vais vous présenter, que je vais continuer à élaborer aujourd'hui, donc on va regarder rapidement les enjeux et obligations de la loi AGEC. Nous allons également envisager ce que sont les freins spécifiques pour les collectivités, parce que la loi AGEC, vous le savez peut-être pas, vous le savez certainement, n'est pas uniquement réservée aux collectivités, elle engage tous les acteurs de la vie économique. Et vous avez également différentes solutions technologiques qui vont être proposées. Alors, la première chose à faire quand on parle de la loi AGEC, surtout quand elle est une collectivité, alors voilà, une EPCI en particulier, eh bien, l'impératif, c'est d'abord d'éviter de paniquer. Alors, je prends un peu un ton humoristique là-dessus, parce que toute l'administration est quand même sujette parfois à des complications réglementaires auxquelles il faut vraiment pouvoir s'adapter. La loi AGEC l'est en particulier, d'autant plus qu'il y a un rapport de 2024, un rapport parlementaire, qui montre que les objectifs de cette loi en 4 ans ont été certes importants en termes de progression sur la lutte contre le gaspillage, mais très en deçà des attentes et que de gros efforts sont encore à fournir, en particulier par ces collectivités. Donc, il y a une pression supplémentaire sur ces dernières, ce qui fait qu'effectivement, dans certains cas où les collectivités sont petites ou peut-être peu équipées d'un point de vue juridique ou technique, ça peut être un peu handicapant et intimidant. Donc, en moyenne, c'est plus de 50 mesures réglementaires qui doivent être mises en œuvre par les collectivités territoriales entre 2020 et 2025, qui concernent des sujets aussi divers que la commande publique,
donc extrêmement essentiel. Donc les achats et la façon dont ces achats doivent s'inscrire dans une démarche vertueuse et de responsabilité. La gestion des déchets que nous avons abordé un petit peu avant, hein, qui est quand même essentielle puisque c'est la finalité, c'est de limiter ces déchets et en tout cas de les réintroduire dans la possibilité des moyens de chacun des territoires dans les cercles vertueux de redistribution ou de revalorisation. La prévention du gaspillage alimentaire, bon, là, qui s'applique à l'ensemble des acteurs, la traçabilité des déchets, qui est l'outil avec lequel précisément on va pouvoir gérer ces questions de circularité, et ainsi que le soutien, bien entendu, à l'économie sociale et solidaire, puisque les acteurs de ce secteur sont extrêmement importants dans l'impact sociétal et la façon dont ils peuvent maximiser cet impact sociétal au-delà des considérations écologiques simples, puisqu'on parle également d'emplois qui peuvent être créés dans ces domaines-là ou d'insertion sociale. Voilà. N'oublions pas non plus que les acteurs privés, les grandes entreprises sont également concernés puisqu'elles sont génératrices de déchets. Nous allons voir très rapidement. Alors, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre, évidemment. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas, le temps le permet, la durée le permet. Alors, donc nous allons reprendre rapidement les enjeux et obligations de la loi AGEC qui, je le répète, ne s'appliquent pas uniquement aux collectivités, mais on va se faire un focus sur ces dernières aussi un peu après. Donc, la loi AGEC, qu'est-ce que c'est et en quoi elle a un rapport avec la gestion responsable d'actifs, qui est notre sujet. Ben, rappel, c'est une législation française promulguée en 2020 qui a pour objectif deux choses, lutter contre le gaspillage et favoriser l'économie circulaire. Alors, je dirais l'un un peu le pendant de l'autre. Vous ne pouvez pas effectivement lutter contre le gaspillage si vous ne favorisez pas le réemploi ou la valorisation de ces déchets. Un des objectifs, c'est l'allonger de la durée de vie des produits, améliorer le recyclage et limiter les déchets, comme on vient de le dire. Les cibles, c'est à peu près tout le monde, donc entreprises, beaucoup évidemment, dans la partie notamment qui concerne les filières, les fameuses REP dont on va parler un peu après, les producteurs et les actionnaires d'actifs physiques. Alors là, ça concerne simplement tous les acteurs économiques, y compris les ménages, et les collectivités, bien sûr, qui produisent des déchets, qui en consomment et qui en rejettent. Donc voilà, en gros, c'est tout le monde. Avec évidemment une responsabilisation particulière sur les pouvoirs publics pour engager ces démarches. Alors, on va rappeler les points importants, c'est-à-dire quels sont les impacts sur la gestion d'actifs. Eh ben, tout simplement, la loi AGEC, au-delà de la réparabilité, il va falloir avoir 3 points. D'abord, la réparabilité. C'est important de pouvoir utiliser le matériau le plus possible pour limiter les déchets et les réinsérer dans les cercles valorisés. Deuxième point qui est essentiel, on l'a déjà dit aussi, c'est la traçabilité. Donc, il va falloir identifier les matériaux, les composants pour permettre un recyclage efficace, ainsi que pouvoir, on va le voir un petit peu après, ce qui est un problème pour certaines collectivités, le tri. Hein, pouvoir favoriser le tri de façon correcte, puisqu'évidemment, l'idée, c'est d'éviter de mettre des dépôts ou des enfouissements qui vont être pénalisants d'un point de vue écologique et très coûteux. L'idée, c'est effectivement de tracer en fait chaque matériel, tout ce qui est possible, pour voir quelle valorisation, quelle réinsertion dans le circuit professionnel. Et enfin, évidemment, la responsabilité, parce que quand vous avez du matériel à gérer, que vous êtes une collectivité, donc potentiellement, ou des partenaires de collectivité, eh bien, vous avez quand même des mises en conformité à suivre selon les types de produits. On parle de biodéchets, par exemple, les produits toxiques. Enfin, il y a des tas de choses qui doivent être gérées dans ces actifs. Hein. Je rappelle que les actifs, c'est l'ensemble de tout ce que possède un organisme, alors une collectivité comme les autres, qui va être utilisé en fait dans son quotidien pour fonctionner, qui s'ajoute également au stock, qui sont les produits non consommables en attente, en fait, qui sont enregistrés dans les inventaires aussi. Donc, les actions clés, évidemment, toute gestion de ce type doit prendre en compte les points suivants. Les inventaires, alors on peut faire les inventaires à la main, c'est possible, enfin, c'est un peu compliqué en ce moment, surtout avec les questions de conformité, c'est un peu l'objectif de ce qu'on va un peu aborder aussi. Donc, l'utilisation de technologies, le RFID, le QR code pour cataloguer les actifs, l'important c'est les catalogues et les variantes. Ensuite, le réemploi. Donc, évidemment, on va toujours chercher à voir, et c'est pour ça qu'il faut bien avoir des inventaires bien clairs pour prioriser la réparation, la revente, ou en tout cas la redistribution, la réattribution à d'autres usages avant la mise au rebut, et donc après la mise au rebut, évidemment, quel type de rebut, et le reporting essentiel, parce qu'effectivement, il faut remonter des données pour pouvoir s'assurer de l'efficacité des opérations et investissements qui ont été menés dans ce cadre-là. Voilà. Donc, nous continuons notre petite exploration. Voilà, on va passer à la slide suivante.
Donc, les politiques, alors ça s'inscrit évidemment pour les collectivités d'un accompagnement pour les territoires et pour les individus. Hein. Alors, un des objectifs principaux des collectivités, ça reste de l'ensemble de l'action publique de soutenir la sortie du plastique jetable. Alors, bon, c'est pas directement lié à ce qu'on traite aujourd'hui, puisqu'on traite essentiellement des actifs des collectivités en tant que telles, mais elles doivent mener des actions de ce type-là, ce qui peut engager effectivement différents types d'achats ou différents types d'actions qui vont générer elles-mêmes de nouveaux stocks. La lutte contre les dépôts sauvages est la finalité aussi, qui coûte très cher en France aussi, et l'harmonisation du tri. Donc, dans cette politique d'accompagnement qu'on abordera très rapidement, il faut garder en tête que les collectivités, parmi toute la charge mentale et réglementaire qu'elles peuvent avoir, ont également la responsabilité de mieux informer les consommateurs, de lutter contre le gaspillage, donc à la fois en mettant à disposition pour les administrés des moyens de faire ces tris-là et de valoriser les fameux déchets, dont les biodéchets d'ailleurs au passage, de soutenir les opérations contre l'achat de l'obsolescence programmée et dans la logique générale qui est celle macroéconomique de mieux produire, c'est-à-dire mieux produire pour moins détruire. C'est un peu l'idée. Alors, par contre, pour les obligations clés, celles qui les impactent directement en termes réglementaires, il y a, bon, vous l'avez déjà vu partout, on ne va pas passer le sujet, le trait de la source de biodéchets. Ça va impacter les actifs des collectivités dans le sens où il va falloir qu'elles investissent dans des bennes, dans des systèmes de tri, dans de la logistique qui va effectivement impacter leurs finances, leur chaîne logistique et la façon dont elles vont pouvoir gérer leurs inventaires. Et voilà. La fin du plastique, on l'a déjà effectivement mis, donc c'est pour ça que j'ai mis, c'est en cours de développement et ce n'est pas directement le sujet. Le développement du réemploi et du réparé, on a déjà évoqué le sujet. Très important par contre, sur deux points sur lesquels on va insister un petit peu, avant de passer à la question technologique, c'est l'obligation de commande publique durable, donc les achats responsables, et le renforcement de la responsabilité élargie du producteur. Alors, on verra, ce n'est pas un dispositif qui date, je dirais, de la loi AGEC, bien entendu, ça date des années 90, mais il y a une intégration logistique, économique et territoriale avec les collectivités qui est absolument essentielle et qui va nécessiter précisément que ces collectivités s'équipent à la fois en règlement, en processus et en outils pour pouvoir harmoniser leurs interactions et donc la fluidité de cette gestion des déchets sur leur territoire avec les acteurs de ces REP. Voilà. Et c'est vraiment loin d'être évident. C'est d'ailleurs une des conclusions du rapport parlementaire de 2024 qui précise qu'il va falloir envisager une réforme de ce système, puisque l'harmonisation entre les REP elles-mêmes, le reporting et les collectivités territoriales semble ne pas donner les résultats en raison de problèmes de coordination générale. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, parlons rapidement, focus 1 sur les fameuses REP. Alors, les responsabilités élargies du producteur. Donc, d'abord, à la base, ça a été défini comme un pilier pour alléger la charge financière des collectivités. Parce qu'évidemment, les collectivités ne sont pas les principales responsables, je dirais, de la génération de déchets dans le monde macroéconomique en France, et nulle part ailleurs d'ailleurs. Ce sont évidemment les grands acteurs économiques par filière qui sont responsables. Donc, le principe de ces REP, qui est un dispositif datant des années 1990, codifié à l'article L540-10 du Code de l'environnement, c'est l'applicabilité du principe du pollueur-payeur. Voilà. Donc, les acteurs économiques, industriels, entre autres, le bâtiment, il y a une vingtaine de REP qui existent maintenant. Il faut savoir que c'est donc des filières par secteur économique. Vous avez le plastique, les déchets, les DEE, les appareils électroménagers, équipements informatiques, etc. Donc, on en a une vingtaine. Au début du dispositif, il y en avait donc une dizaine. Enfin, avant la loi AGEC, il y avait 12 REP à peu près. On en a créé une dizaine depuis la loi AGEC aussi pour intégrer de plus en plus. Une des REP principales, ça reste effectivement celle de la REP bâtiment, puisque bâtiment, compte tenu, je dirais, de la lourdeur du matériau et des matériaux utilisés, est extrêmement générateur de déchets qui sont à la fois importants en termes de volume et importants en termes d'impact écologique aussi. Je tiens à préciser au passage qu'il n'y a pas que la France qui s'intéresse à ce genre de sujet pour le bâtiment. Aux Émirats, où K-Inventory agit avec différents clients dans le secteur du bâtiment aussi, il y a des réglementations pour le réemploi de 15 à 20%, si je ne me trompe pas, de matériel de bâtiments de construction pour la réutilisation dans des nouvelles constructions. Donc voilà, donc c'est important de savoir que cette dimension n'est pas propre à la France, bien entendu, c'est une dimension européenne, mais mondiale également, et notamment sur le bâtiment. Donc l'intégration de cette filière est absolument essentielle.
Alors, pour revenir sur ces REP, donc voilà, donc ces sociétés, ces entreprises qui font partie de ces REP par secteur déterminés sur leurs activités, leur output économique, contribuent au financement de éco-organismes. Vous en avez quelques-uns qui sont très connus, comme Écologie pour le DE et d'autres, des éco-organismes qui ont la responsabilité de s'occuper du reconditionnement et de l'allègement de tout ce qui est la gestion de ces déchets avec les collectivités territoriales. Et précisément dans ce cadre-là, des versements, des financements sont proposés aux collectivités territoriales pour prendre en charge certaines parties de ces déchets avec eux. Donc c'est un mécanisme assez complexe, mais cette dimension de collaboration entre les collectivités et qui vont prendre en charge elles, les DMA, hein, les fameux déchets municipaux, vont pouvoir également s'accorder sur les opérations à mener sur le territoire avec les éco-organismes, notamment sur les financements de nouvelles installations. Donc, il faut comprendre, au-delà des différentes complexités, vous voyez, différentes, je n'ai pas détaillé à chaque fois, mais vous avez des harmonisations qui ont été mises en place progressivement avec la loi AGEC pour les différents contrats types entre les collectivités, les entreprises et les REP, des consultations organisées, quelle est la consultation la meilleure, enfin, il y a énormément d'échanges entre ces organismes et les collectivités. C'est très compliqué et c'est pas forcément évident pour l'ensemble de ces acteurs de territoire, y compris au niveau des intercos, de pouvoir gérer ça de façon correcte, notamment sur la partie opérationnelle sur les territoires. Donc, vous avez du coup une numérisation qui est renforcée, qui est en place. C'est important parce qu'évidemment, ça va impacter le choix de gestion que vont faire des entreprises et les collectivités sur ces choix-là. Vous avez des plateformes dédiées comme Territeo qui devient en grande partie l'outil central de gestion de relations avec les éco-organismes pour les collectivités. Je passe un peu vite sur le focus numéro 2. Qui est la commande publique, qui est très importante. Alors voilà, petit rappel sur la commande publique en France, c'est 160 milliards d'euros pour l'achat des collectivités. C'est absolument énorme, c'est-à-dire que les collectivités ont un rôle moteur dans l'applicabilité de l'économie circulaire. Elles sont porteuses d'énormément de projets. Le poids qu'elles représentent en termes de financement est absolument énorme. C'est pour ça que dans la loi AGEC, on est sur un minimum de 20%, voire passer à 40% d'achats responsables qui sont donc totalement alignés sur les différents critères amenant au respect de la durabilité, c'est-à-dire du reconditionnement, de la solidarité. Ce qui fait que, évidemment, les acteurs ESS dont on parlait au début de notre présentation sont des partenaires essentiels pour permettre, entre autres, à ces territoires et à ces collectivités d'entrer dans cette démarche de façon cohérente. C'est également un appel auprès des entreprises pour pouvoir avoir les différents labels auxquels ils sont appelés. Alors, ces chiffres proviennent de l'OEPC, l'Observatoire de la commande publique. Si vous les intéressez, si vous voulez les sources, je vous les partagerai bien volontiers. Les freins spécifiques des collectivités sont de 3 ordres. Alors d'abord, il y a la modernisation, donc en gros l'investissement, le coût que ça représente, je passerai rapidement dessus. C'est très compliqué parce qu'évidemment, il y a quand même des plans de gestion à faire. Ça, voilà, il y a un problème financier derrière aussi qui n'est pas accessible à toutes les collectivités correspondantes. La coordination logistique avec les différents acteurs dont j'ai évoqué la nature, ce qui va impacter le choix de gestion des actifs. Et bien entendu, la traçabilité. Cette dernière étant évidemment la traçabilité des déchets, la traçabilité des achats. Donc, il va falloir que les collectivités, si elles ne l'ont pas déjà fait, s'équipent d'outils de reporting extrêmement performants et flexibles. Ça, c'est vraiment indispensable et c'est souvent ce qui fait défaut. Pour donner un petit chiffre rapide, voilà, pour une modernisation des déchetteries, parce qu'évidemment, quand on intègre de nouvelles REP, comme c'était le cas pour le bâtiment, la DE, etc., progressivement, les déchetteries doivent être, quand elles sont en partie gérées avec les collectivités, ou que les collectivités prennent une partie de délégation de ce que font les éco-organismes, eh bien, il y a quand même une chaîne logistique à aménager sur le territoire qui demande beaucoup d'investissement. Donc, on veut moderniser une déchetterie, pardonnez-moi, on est à peu près du 200 à 600 000 euros par projet. Et en moyenne, d'après les chiffres de 2025, seulement 20 à 40% des frais couverts le sont par les éco-organismes, c'est-à-dire les recontributions que font les éco-organismes auprès de ce secteur. Donc, si vous voulez, c'est effectivement assez faible et les moyens de financement ne sont pas accessibles pour tout le monde. Un exemple, en Guadeloupe,
des projets près de Pointe-à-Pitre que j'ai pu observer récemment sont évalués à peu près à 965 pas millions, bien entendu, 965 000 euros, ce qui est considérable pour une collectivité de petite taille, même si c'est des intercos. Donc, à retenir. Deuxième élément, deuxième problème, c'est la coordination logistique. Bon, voilà. Donc, les nouvelles REP appliquent des procédures différenciées selon les flux et les éco-organismes propres, hein. Chaque éco-organisme a ses propres règles d'enlèvement, ses règles de tri, d'étiquetage, de reporting. Du coup, ça nécessite pour les collectivités d'avoir des formations nécessaires et régulières pour les agents, de faire de la coordination logistique et de gérer les agendas parce que c'est quand même du temps qui est pris. Donc, les résultats catastrophiques qui peuvent avoir lieu, c'est l'erreur de tri des déchets de REP en raison d'un tri incorrect. On n'arrive pas à bien voir les stocks puisqu'ils ne sont pas gérés correctement. Il y a des questions également de nomenclature et les complexités de procédure pour faire valider les enlèvements, les achats, enfin voilà, ces conformités. Donc, c'est vraiment, c'est pas un problème anodin, c'est vraiment un vrai souci qui nécessite également une prise en compte technologique importante. Voilà, petit rappel, il convient de noter, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire régional des déchets en Île-de-France. Il convient de noter que les collectivités gèrent également des DE, donc tout ce qui est électronique, qui ne sont pas captés par la filière à cause des erreurs de tri pour un tonnage en Île-de-France au moins équivalent à celui qui est capté. Donc voilà, en gros, les collectivités se voient infliger un surcoût de traitement sur des déchets qui auraient pu être traités directement par leur propre filière, tout simplement parce qu'à l'origine, dans la façon dont ces déchets ont été collectés, que ce soit par les collectivités ou les éco-organismes, la traçabilité et l'organisation logistique, la coordination n'étaient pas faites correctement. Donc ce n'est pas anodin, et c'est en 2020, mais enfin, je pense que les chiffres sont quand même à peu près équivalents, malheureusement, d'après le rapport parlementaire sur la loi AGEC de 2024. Voilà, on revient rapidement à la traçabilité. Donc, l'important, c'est effectivement d'avoir les outils de tracer. Hein. Si vous n'avez pas de moyen de tracer les objets, les déchets, les bennes, etc., ça va être compliqué d'avoir une visibilité. Et également, c'est ce que soulignent d'ailleurs certains rapports, hein, y compris les rapports parlementaires, c'est qu'il y a un manque de données fiables. Voilà, on a des problèmes de nomenclature. Alors, le vrai souci pour beaucoup d'acteurs du reconditionnement et la traçabilité au des collectivités, c'est les bordereaux de suivi de déchets du décret du 25 mars 2021, qui est vraiment un défi fondamental. Voilà, les déchetteries doivent enregistrer les tonnages collectés, transmettre ces données aux éco-organismes via des outils numériques, mais il n'y a pas forcément les systèmes adaptés ou interopérables partout qui permettent la traçabilité des achats. Ce à quoi également on doit ajouter ce que c'est que la nomenclature, comment définir un déchet, comment le classer, etc. Et ça, c'est des tas de problèmes sur lesquels il faut pouvoir avoir une flexibilité importante. Voilà, les solutions technologiques, rapidement, je vois que le temps passe, je vais être un petit peu en retard, donc m'excuser. Mais c'est important de souligner ces points-là. Les solutions technologiques, c'est toujours les mêmes, hein, on est toujours dans le numérique. Donc, il faut vraiment savoir toutes les solutions vont devoir s'orienter sur trois piliers. L'automatisation des inventaires, pardonnez l'anglicisme dans la slide, des inventaires par inventories. En fait, inventory, c'est un mélange entre les deux. Donc, automatiser les inventaires, c'est essentiel parce que c'est autant de temps gagné par les agents pour trier, c'est le temps gagné en logistique de fluidité et c'est moins d'erreurs possibles et ça permet également de répondre à un des besoins de traçabilité établis précédemment, c'est-à-dire la complexité des stocks. Deuxième point, évidemment, on a souligné que des problèmes venaient parce que les données n'étaient pas assez qualifiées pour l'instant en France. Effectivement, alors il faut avoir des données qualifiées, ce qui permettrait d'être résolu par l'automatisation des inventaires avec des systèmes interopérables, mais également il faut que ces données soient exploitées correctement. Donc, qu'est-ce qu'on va exploiter? L'état des stocks, les taux d'utilisation, bien entendu, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, les cycles de vie des équipements. Hein, si on fait du reconditionnement, du revalorisation des déchets, il faut de l'anticipation et analyser ces cycles de vie. Ça m'amène au troisième point, qui est effectivement l'IA. Alors, pas l'IA forcément générative pour faire des conversations, même si ça peut être un outil de facilitation dans l'usage quotidien, mais c'est surtout l'IA pour optimiser les stocks, anticiper les besoins et réduire les surplus. Donc, quelles que soient les solutions envisagées par les collectivités ou tout autre acteur, mais principalement la collectivité, compte tenu de l'énorme dimension des sujets qu'elles doivent traiter, c'est ces trois points: automatisation des inventaires, exploitation des données et optimisation des stocks avec de l'IA. Voilà. Donc, on va faire quelques cas, il nous reste quelques minutes, on va faire quelques cas, je me prendrai 5 minutes de plus, quelques cas pratiques fictifs, évidemment, hein, inspirés de cas réels sur lesquels on va pouvoir illustrer certains points. Alors, on va commencer par un cas imaginaire que j'ai appelé « Interaction optimisée pour le mobilier pro ».
Alors, vous voyez, on n'est pas du tout dans la technologie. Voilà, l'image générée par l'IA, d'ailleurs, a tout à fait bien compris le sujet. Donc, une intercommunalité quelconque, hein, quelle qu'elle soit, doit vider une annexe administrative qui ferme. Un problème assez classique, mais c'est une annexe énorme. Elle doit transférer, mettre au rebut 600 articles mobiliers. Alors, on passe partout, les bureaux de tout type, les armoires métalliques, les chaises, les grandes, les petites. Enfin, voyez. Donc, voilà, on est dans un... Ça devient un peu complexe. Et il y a vraiment un besoin urgent puisqu'on a un plus, au-delà des impératifs éthiques sur la gestion du matériel et l'urgence écologique et climatique que nous connaissons tous, il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC qui demande des mises en conformité. Donc, comment faire pour éviter évidemment de ce qu'on aurait pu faire il y a encore, j'espère, on ne se souvient plus du tout des décennies, c'est-à-dire de tout jeter dans des dépotoirs, comme ce n'est plus du tout possible actuellement. Alors, eh bien, on va imaginer la situation, alors c'est un peu moins graphique que la slide, mais une situation sans automatisation. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des inventaires manuels qui sont faits sur tableur, avec évidemment tableur Excel ou autre, enfin le classique, hein, c'est quand même encore l'outil principal avec des tableaux dynamiques croisés, mais enfin, ça reste quand même assez manuel. Du coup, on a une classification approximative. Alors, on ne sait pas trop comment les classer, les chaises en bois qui ont été rénovées par rapport aux chaises en plastique d'avant, comment ça a été mis dans les inventaires, qui a eu plusieurs successions d'inventaires sur plusieurs années, donc on ne sait plus comment c'est classé. On retrouve des deux fichiers. Donc, il y a beaucoup de divers mobiliers sans distinction qui sont posés, puis peut-être des mobiliers d'assises, mobiliers de rangement. Enfin, du coup, voilà, il reste des commandes, on ne sait plus comment faire. Du coup, il y a un peu un flou sur le type de matériel. Hein, voilà. Les volumes et poids déclarés à l'estime, parce qu'en fait, ben, il n'y a pas vraiment d'automatisation, on n'a pas vraiment de moyens de savoir. Donc, bon, il faut leur en prendre un pour se dire, bon, ben, finalement, il y a tant de chaises, on imagine qu'il y a tant de pourcents de chaises en plastique, ben, ça fait tant de volume, une chaise en plastique a tant de poids, donc voilà à quoi ça ressemble. Enfin, bon, on essaie d'en faire un peu petit du doigt mouillé avec ce qu'on peut avoir en étant le plus réaliste possible. Et puis, voilà, on envoie un dossier à Ecomobilier, bon, le fameux organisme partenaire aussi, avec qui on peut travailler, qui est incomplet, et donc, ou d'autres organismes de relève, en tout cas de partenaires de collecte, eh bien, il y a des refus de collecte partiels et des allers-retours administratifs. Donc, ce n'est pas effectivement optimal, hein. C'est assez classique en général, c'est des choses qui arrivent tous les jours dans le quotidien. Donc, un problème classique, par exemple, c'est que les éco-organismes ou les organismes de collecte eh bien, ont besoin d'un minimum de mètres cubes de mobilier trié par typologie pour pouvoir les enlever, évidemment. Hein, n'importe quel tri, n'importe qui va dans une déchetterie, c'est bien. On ne peut pas arriver n'importe comment, il faut trier ses affaires avant. Les erreurs de volume, de tri, d'estimation, bon, ben, en gros, j'ai également des coûts de gestion supplémentaires. Si ce n'est pas repris, il faut le mettre quelque part, enfin bon, et d'allongement de délai. Donc, les conséquences AGEX, ce n'est pas compliqué. Bon, ben, on a des gisements immobilisés pour plusieurs semaines, donc il y a un surcoût de stockage temporaire. Ensuite, on va peut-être obligé de passer par d'autres filières hein, qui vont peut-être générer plus de coûts, hein, comme c'est un cas fictif, bon, je l'élargis vraiment le champ des possibilités. Et de toute façon, on va arriver par le non-respect des objectifs de recyclage et de réemploi imposés par la loi. En tout cas, on ne va pas pouvoir respecter ça. Donc, on n'est pas vraiment très bien sur ce sujet, même si on essaie de faire au mieux, parce qu'évidemment, les collectivités ont des contraintes diverses et variées, elles essaient de faire au mieux, on en est tous conscients. Alors, imaginons qu'il y ait une automatisation numérique, voilà, exploitation intelligente des données. Comment ça se passerait? Bon, c'est pas très compliqué, pas besoin d'avoir fait une grande école du numérique pour faire ça. La phase 1, c'est on va reprendre l'inventaire, hein, on pose les bases. Donc voilà, donc chaque bureau, chaque armoire, chaque chaise est étiquetée, RFID, on met des QR codes, des technologies très performantes, pas très chères, pas besoin d'avoir de l'IoT hein, pour tout le monde. Hein. Dans certains salons, on voit ça, mais dans la partie gestion mobilier, du QR code, du RFID, c'est des solutions tout à fait acceptables et tout à fait économiques en termes, comment dire, d'achat de technologie. Voilà. Et vous avez évidemment, très important, la base de données doit être très claire, des données qui contiennent toutes les données exigées. Alors évidemment, c'est par rapport à vos procédures d'enlèvement, procédures de gestion, les minimums, les dimensions, parmi les variantes des inventaires, les poids, la matière, la réparabilité potentielle, pardonnez-moi. Donc voilà, c'est un mot très important, mais que j'ai écorché, mais voilà, donc je reviens dessus. Vous avez fait cette phase-là. Ensuite, les usages. Alors, comment ça se passe quand on fait des sorties de matériel, ça rentre, ça sort. Donc, lors de la réforme, de la nouvelle réforme, je dirais, de l'inventaire, un agent va scanner chaque mobilier pour que ça rentre automatiquement dedans. Le système classe automatiquement l'article sur la nomenclature bon, de votre éco-organisme fictif. Là, mobilier d'assises, rangement, enfin, vous avez tous les critères de classement qui sont faits.
Et après, le poids réel est estimé automatiquement sur la base de fiches produits ou de QR code ou simplement parfois de codes barres aussi qui sont déjà disponibles sur certains produits. Vous avez ensuite une phase 3 qui est la génération automatique de tous les outils juridiques et suivis, donc les bordereaux pré-remplis, les transmissions numériques au portail de votre partenaire, et c'est fait simplement. Et après, si on a vraiment un système performant, une IA peut fermement arriver à planifier les choses, c'est-à-dire croiser les stocks déclarés avec les dates optimales de collègues, vérifier qu'il n'y ait pas des outils perdus. C'est un grand classique d'avoir des outils ou du matériel perdu qui n'a pas été localisé correctement, qui apparaît plus dans un stock, qui apparaît dans un autre. Donc normalement, l'IA permet en fait, en croisant ces données, de pouvoir anticiper les pertes et en tout cas d'anticiper les cycles de vie et les différents peut-être problèmes de collecte qui peuvent avoir lieu. Voilà, pour fluidifier les enlèvements. Donc voilà un peu quoi ça ressemble, c'est un peu plus sympa. Évidemment, ça se fait avec du matériel. Il faut qu'il y ait une démarche engagée de façon cohérente. Il ne faut pas uniquement acheter un logiciel. On sait bien qu'un logiciel sur un logiciel, ça ne sert strictement à rien s'il n'y a pas, je dirais, des choix pertinents qui sont faits. Si ce dialogue, là, en l'occurrence, entre la collectivité dite en question, en fictive, et l'éco-organisme et les autres partenaires de collecte n'ont pas été envisagés de façon approfondie. Voilà, il ne s'agit pas de faire quelque chose de son coin. Merci Pierre-Louis, pas de problème, on reste en contact. Je continue. Merci de la visite. Je Merci, à bientôt. Merci Pierre-Louis, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Donc, interaction optimisée pour le Mobilier Pro. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? On a un temps de préparation de dossier divisé par 6, c'est fictif bien évidemment, c'est quand même les moyennes qu'on a nous, dans notre métier. Les dossiers de demande conforme au libre organisme, de la collecte optimisée en un seul passage, c'est quand même sympa, parce que d'avoir des allers-retours, sans compter que votre bilan carbone va quand même vous dire merci, parce qu'il faut venir plusieurs camions plusieurs fois pour les mêmes commandes. En termes de bilan carbone, ça se comptabilise et c'est pas terrible. Vous avez également une meilleure valorisation de vos déchets et objets, et puis une économie de coûts liée au stockage temporaire et à la gestion manuelle. C'est quand même plutôt sympa en termes de budget, surtout que vous êtes en tant que collectivité, une partenaire de collectivité, soumis à ces différents coûts dont j'ai évoqué avant la nature, au-delà des coûts de gestion habituels de vos administrés, etc. Vous avez également des contraintes budgétaires dont on sait qu'elles sont fortes pour les collectivités en ce moment, malgré le gouvernement qui tente effectivement de rentrer dans des nouveaux dispositifs pour alléger un peu ces ressources. Mais vous avez également ces investissements en déchetterie, par exemple, qui coûtent énormément d'argent. Alors, un petit cas pratique supplémentaire, très à la mode, puisqu'on ne peut pas faire du numérique sans parler d'IA. Je vois que j'ai un peu dépassé mon temps dans quelques minutes, mais vous m'accorderez bien ces quelques minutes supplémentaires. Donc, on imagine un conseil départemental de V, alors V, n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, à déployer une IA prédictive. Alors là, on est dans une situation différente. On a une collectivité qui a décidé de, allez, je passe le cran, je fais quelque chose, je ne me laisse plus faire, il est temps de passer à l'étape supérieure, j'avance et je me débrouille. Alors, le conseil départemental de V a déployé une IA prédictive pour son parc mobilier de fournitures administratives. Le parc de mobilier, donc pareil, bureau, chaises, armoires, tout petit pointi, et de fournitures administratives. Alors là, on a la totalité, c'est très complexe, papeterie, matériel informatique, léger, des consommables, et c'est réparti sur plusieurs sites. Alors, les collèges, puisque c'est la responsabilité des départements, les centres administratifs des départements, les bibliothèques départementales. Déjà, ça nous fait quand même quelque chose d'assez complexe, d'autant plus qu'il y a effectivement des répartitions territoriales qui posent des problèmes logistiques, ne serait-ce que de savoir où et quoi et où. Donc, voilà. La situation est la suivante. Comme c'est le cas, je suis sûr que ça parle à beaucoup d'entre vous. Chaque service effectue ses propres commandes. Alors, même si je sais qu'il y a une tendance dans les collectivités territoriales à unifier un petit peu, uniformiser ses achats, et heureusement, mais enfin, on est dans le cas du pire, là, vraiment, voilà. Même si le département fictif en question a fait le choix d'entrer dans une démarche numérisée, on est quand même vraiment, on revient de loin dans ce département fictif. Donc, chaque service effectue ses propres commandes, souvent sans coordination, ce qui est le principe de faire chaque chose dans son coin. Donc, ce qui entraîne des achats de superficie de matériel neuf, alors qu'on a des matériels disponibles dans d'autres endroits qui peuvent être réutilisés, donc pas bon en termes de loi AGEC. Une mauvaise anticipation des besoins, notamment lors d'événements à forte demande. Donc, par exemple, une ouverture, pas une nouvelle école, enfin un nouveau collège, pardonnez-moi, c'est des départements, ou des rénovations majeures qui doivent être faites, des tri inadéquats d'équipements en fin de cycle avec les conséquences que j'ai évoquées avant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas repris, ou des objets au contraire qui peuvent être totalement réutilisés, qui sont envoyés à la collecte inutilement. Enfin bon, ça ne va pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut optimiser, et ça, le département en est conscient. Alors, la mise en œuvre d'IA prédictive, on ne va pas refaire ce qu'on a déjà dit avant, je reviens sur ce qu'on avait dit avant. Il est évident que vos matériels, quel qu'il soit, sinon ce n'est pas déjà le cas,
il y a des références, c'est évident, il y en a partout, mais vous devez les taguer avec un QR code, une puce RFID, ou un enregistrement dans le patrimoine. Donc, voilà, l'idée, c'est que la base de données contienne à la base tout de suite les choses suivantes. Le type d'équipement, bien entendu, alors, selon les nomenclatures propres à votre procédure, une chaise n'est pas qu'une chaise, il y a les chaises destinées à ci, et de tel matériel, enfin voilà. Les années de mise en service, c'est la base, pour savoir la durabilité, le cycle de vie, le poids, ça compte également dans le choix des enlèvements et des volumes. Les composants dangereux, bien entendu, qu'il faut prendre en compte parce qu'on est dans du coup, des types de tri qui sont différents, des batteries, des écrans LCD, etc. Donc, il faut bien avoir la capacité de mettre en place ces types d'inventaires-là. Et évidemment, l'estimation de durée de vie théorique sur la base de constats scientifiques et réalistes quand c'est disponible, bien entendu, vis-à-vis des constructeurs. Donc, vous avez donc une IA prédictive qui va donc avoir un impact sur différents types d'actions. D'abord, les données collectées. L'IA agrège des données provenant des inventaires numériques, des registres d'achat, des rapports d'usure des équipements, des retours qualitatifs des gens sur le terrain. Alors, rien que ça, déjà, vous devez avoir quand même une chaîne d'information très claire. Il n'y a pas d'IA, s'il n'y a pas de bonnes données, ça ne sert à rien. Donc, votre chaîne de commande sur ce point doit être extrêmement claire et les agents doivent être formés. C'est important. Si vous avez des outils numériques, vous devez les former à l'utilisation, comment on scanne, qu'est-ce qu'on rentre, comment on valide une entrée, comment on dévalide, enfin, plein de choses comme ça qui doivent être vraiment posées très en amont. L'analyse par service, évidemment, chaque procédure varie selon les services, c'est pas le même matériel. Voilà, par exemple, dans une école, l'école primaire, on parle plutôt des collèges pour nous, enfin, fréquence de remplacement des dans les écoles primaires, la durée de vie moyenne des imprimantes dans les bureaux administratifs, enfin, tout ça, il faut le savoir. Donc, vos responsables d'achat, maintenance, doivent être également au taquet pour vous donner cette information et être capable, évidemment, de l'actualiser tout le temps. Détection des inefficacités, donc l'IA repère des cas, alors sur la base de bonnes données, bien entendu, repère des cas où des équipements sont sous-utilisés dans un service alors qu'il pourrait répondre à un besoin ailleurs, toujours classique. On a un bureau qu'on a oublié quelque part dans un service alors qu'il pourrait être utilisé, ou des ordinateurs. À contrario, des ordinateurs utilisés dans un service qui sont hors d'usage, on ne peut plus les recycler. Qu'est-ce qu'on en fait? Un exemple concret, il y a eu, je connais, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément d'acteurs du reconditionnement informatique. Ceux-ci sont surchargés par les tours de bureau qui ne sont souvent d'ailleurs même plus acceptés en tant que tels pour du reconditionnement parce que les reconditionneurs en ont déjà trop, qui ont eux-mêmes du mal à être replacés, y compris dans des organismes comme des espaces numériques solidaires, etc., parce que simplement, c'est plus une demande et c'est plus une actualité. Donc, il faut vraiment savoir le type de déchet qui peut être conditionné ou pas. Est-ce que c'est un déchet? Est-ce que c'est du matériel conditionné? Donc, ça, c'est indispensable. Et ces inefficacités-là doivent être en permanence actualisées. L'IA pourra le faire, mais avec votre aide, bien entendu, parce que vous devez, vous, savoir ce qui fonctionne ou pas derrière. Et, bien entendu, le monitoring du cycle de vie, taux d'utilisation moyen, nombre d'incidents, obsolescence, bien entendu. Donc, il y a quand même du boulot. L'IA ne va pas tout faire toute seule. Elle a besoin de votre aide. Voilà. Donc, c'est rassurant parce que vous êtes quand même en contrôle de ce que vous faites. Laissez-vous un peu de travail qu'elle va vous faciliter. Donc, eh bien voilà, une fois qu'on a mis cette IA, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Alors, on va passer par la colonne de droite. Anticipation, de période de fort renouvellement. Déjà, elle va pouvoir, au-delà du cycle de vie, de localiser les inefficacités, savoir où sont, en fonction des cycles qu'elle aura identifiés, y compris dans vos usages à vous, dont elle se sera nourrie avec le machine learning, anticiper les besoins en fonction des cycles prévisibles, l'ouverture, alors j'ai mis école, pardonnez-moi, c'est collège, de nouveaux collèges en septembre, ou des rénovations estivales des bâtiments, enfin plein de choses. Donc il y a peut-être des cycles comme ça d'automatisation sur lesquels l'IA pourra justement ajuster sa compréhension de vos actifs. Ensuite, des alertes proactives. Donc, dans ce cadre-là de prévision, évidemment, va pouvoir donner des alertes plus en mois à l'avance, avec des recommandations particulières. Voilà, il faut tant de bureaux supplémentaires pour tel type pour d'école, c'est le terme générique, on va dire, des collèges. Pour ça, ou alors tel bâtiment aura besoin de tant de types, je ne sais pas, de stock de peinture, par exemple, tout ça en fonction de ce que vous aurez mis dans votre inventaire, par rapport au fait qu'il y aura peut-être analysé que vous faites des rénovations de façon quasi estivale pour tel type de bâtiment, un genre de choses comme ça, ou des commandes de matériel d'hygiène, par exemple, aussi possible aussi. Vous avez également la possibilité, via l'IA, en fait, qui va croiser les données, de faire des optimisations de commandes groupées.
hein, c'est-à-dire en regroupant les besoins anticipés, l'IA pourra peut-être vous permettre à vous, en tant qu'acheteur en achat responsable, de bénéficier de tarifs préférentiels et bien entendu, dans le cadre de vos critères d'achat, de mettre en avant en priorité la traçabilité des produits que vous allez acheter et si possible leur reconditionnement solidaire préalable, hein. Voilà, ça c'est également des critères que vous pouvez intégrer dedans et sur lesquels l'IA vous facilitera le travail. Donc avec évidemment les propositions qui vont guider ces IA, priorité emploi, il faut évidemment qu'il y ait des algorithmes de matching, hein, c'est-à-dire que le croisement des équipements doit être efficace avec les besoins exprimés par vos services. Donc, voilà, un petit peu de travail là-dessus aussi. Ça existe, c'est tout à fait possible, hein, mais voilà, il faut quand même que vous sachiez, vous, quel genre de matching vous voulez faire. Et des validations humaines, bien entendu, parce que ce n'est pas un système qui va vous donner des recommandations, qui prend la responsabilité de ces achats. Aux yeux de la loi, c'est bien normal, ce sont les responsables administratifs des collectivités qui ont ce rôle. Et bien entendu, c'est pour ça de pouvoir en fait avoir une chaîne de valeur de sélection et de validation au sein de votre collectivité. Voilà, en fonction évidemment de vos des contraintes de marché public, d'achat, qui sont le code des marchés publics et tout ce qui gère la vie des collectivités dans leur vie économique. Donc voilà un petit peu. Donc voilà, pareil. Alors, on peut faire réduction des achats superflus, suivi numérique dynamique de tous vos stocks, moins d'erreurs de tri. Voilà, avec énormément d'avantages sur l'impact environnemental, leur emploi maximisé, des mises à jour en temps réel. Donc beaucoup de choses et du temps gagné pour tous vos agents avec beaucoup moins d'erreurs. Donc on est quand même dans le win-win, autant d'argent qui peut être réutilisé pour stocker dans des, enfin stocker, pardon, pour au contraire réemployer ou envoyer à la déchetterie certains usages, certains matériels qui ne peuvent plus être utilisés. Favoriser votre temps de travail sur la constitution de partenariats avec des organismes éco-responsables et de solidarité, comme beaucoup d'entre eux existent, que je ne nommerai pas, mais que je connais très bien, qui sont très actifs sur tous les territoires pour tous les types de reconditionnement, qui favorisent l'insertion des personnes en situation de handicap ou de difficulté sociale. Très important aussi, c'est le rôle des collectivités de contribuer à ces efforts vertueux. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut la base? Il vous faut de toute façon, quels que soient les choix que vous faites, un système de gestion d'actifs automatisé et flexible. C'est un atout essentiel pour la collectivité. Voilà, parce qu'on a déjà vu, pour que vos optimisations soient faites, il faut que vous ayez un système automatisé avec des RFID, des QR codes. Vous avez, pour réduire vos déchets, besoin de données fiables, ce qui est manque, ce que dit le rapport parlementaire de 2024 sur la loi AGEC. Les données fiables manquent en France parce qu'il n'y a pas encore tous ces efforts qui ont été faits, même s'il y a de numérisation en cours, comme on l'a vu. Vos interactions avec les éco-organismes et partenaires de reconditionnement vont être facilitées par justement l'automatisation de tout ce qui est bordereau, de suivi, etc. Les erreurs de tri seront limitées puisque vous aurez meilleure de données et vous aurez une traçabilité notamment sur la gestion notamment des matériels entre autres à risque toxique bien plus efficace pour pouvoir dans la gestion de l'ensemble que comportent les DMA, hein, les déchets marchands et ménagers et assimilés, qui comprennent également des déchets de nature économique. Hein, je précise aussi, ménagers, ce n'est pas que les déchets des particuliers, c'est également tout ce qui est en dehors des REP, hein, qui peut être associé à ça. Donc voilà un petit peu les avantages que vous avez à ça. Donc c'est un outil central, je ne reviendrai pas dessus, je viens de l'expliquer. Voilà, il faut vraiment garder ça en tête. Automatiser, exploiter et prédire. Voilà, c'est vraiment le point clé pour les collectivités, c'est piloter mieux pour moins gaspiller. C'est vraiment essentiel et ça vaut pour tout le monde, hein, pas que les collectivités, vous me l'accorderez. Alors, petit rappel sur ce que nous sommes. Hein. Nous sommes donc nous spécialisés dans les inventaires et la gestion d'actifs responsables. Nous connaissons un peu le sujet. Donc, Carrot Inventory est une solution 100% française, c'est important de le dire, innovante, intuitive et sans code. Oui, c'est utilisable par tout le monde, au tout niveau de la chaîne de responsabilité dans les collectivités comme dans les entreprises, pour optimiser la gestion des stocks et des équipements dans les espaces de travail et bureaux. Donc, nous avons une plateforme cloud et mobile qui permet aux entreprises et aux acteurs économiques et administratifs de suivre en temps réel le mobilier, les équipements informatiques, les fournitures, les ressources indispensables en évitant le gaspillage, en étant capable, surtout très important, ça apparaît très clairement, personnalisable, c'est-à-dire qu'elle soit, l'outil n'est pas fixe sur un type d'industrie, il est complètement automatisable et personnalisable avec toutes les options dont je vous ai parlé un petit peu avant pour tous les types de matériaux et d'usages et les variantes que vous voulez intégrer. Donc, si vous changez de nomenclature à un moment, c'est tout à fait possible et facile de le faire avec un outil comme le nôtre. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes quand même très bons, il faut quand même le dire aussi. Merci de votre attention sur cette matinée qui, j'espère, a été conclue par quelque chose qui vous a apporté des nouvelles idées, des interrogations peut-être. Et je vous souhaite du coup
une très bonne fin de journée et nos contacts sont présents ici. Nous sommes donc à Courbevoie. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.